Près de 40 ans séparent ces deux prises de vue aériennes de la baie de Rio. Symbolique du Brésil, avec le pain de sucre et la statue du Christ Rédempteur, ces deux séquences appartiennent à une collection unique de 800 films documentaires produits par Jean Manzon. Jean Manzon, un nom qui s'est affiché pendant près d'un demi-siècle sur tous les écrans de cinéma du Brésil et à la une des plus grands journaux. Ce Français qui fut tour à tour photographe, réalisateur et producteur a été pendant 40 ans un témoin privilégié de l'histoire du Brésil. Pour toute une génération de Brésiliens, celle qui a eu 20 ans dans les années 50, le nom de Jean Manzon reste associé à ces films projetés en première partie des séances de cinéma. Des reportages grâce auxquels Manzon leur faisait découvrir pour la première fois sur grand écran toute la diversité du Brésil. Ces images en couleur, tournées par Jean Manzon, sont les premières qui aient fait découvrir au monde la vie quotidienne des Indiens Chavantes, une tribu mythique du Brésil. Les Chavantes étaient une tribu très rebelle et très combative, très guerrière, qui avait toujours refoulé les éleveurs et les planteurs, mais les petits paysans aussi. Jean Manzon était donc aux premières loges, si on peut dire, de ses contacts avec les Chavantes. Ça a été filmé. C'est vrai que je pense que c'est la première fois qu'on voyait ça au cinéma, surtout. Si Jean Manzon fut l'un des premiers à filmer cette tribu, il fut surtout celui qui en fit les premières photos. C'était en 1944. Jean Manzon et le journaliste David Nasser, accompagnés du colonel Basilio, étaient partis à la recherche de ces Indiens. La légende racontait que les Chavantes, que personne n'avait jamais vues, vivaient dans les montagnes du Mato Grosso, au centre du Brésil. Après 15 jours de recherche, l'avion survola enfin un village. Malgré un tir nourri de flèches, dont certaines entaillèrent le fuselage de l'avion, Manzon prit les photos. Ce scoop, publié dans la revue O Cruzeiro, fut d'un énorme retentissement pour le peuple brésilien. Et pour Manzon, ce fut le début de la notoriété. Jean Manzon était arrivé au Brésil en août 1940. À cette époque, Rio était la capitale d'un pays qui comptait alors 40 millions d'habitants. Recommandé par le cinéaste brésilien Alberto Cavalcanti, Jean avait été engagé au département de la presse et de la propagande. Directement rattaché au président de la République, le DIP assurait la censure et le contrôle de l'information. Manzon, qui avait été opérateur et photographe au service cinéma de la marine française, eut pour mission d'y développer un service photo et cinéma destiné à promouvoir la politique et l'image du président Vargas. E em 1941, Getúlio Vargas visita os indígenas da ilha do Bananal, sendo recepcionado pelos índios Carajás. Nommé chef d'un gouvernement provisoire en 1930, Vargas avait été démocratiquement élu président de la République en 1934. Quatre ans plus tard, alors qu'il n'était pas constitutionnel de se faire élire pour un second mandat, il s'était livré à un nouveau coup d'État et avait instauré un régime autoritaire connu sous le nom d'Estado Novo.
caracterizou-se por uma intensa atividade pública do Brasil. Le département de la presse et de la propagande ayant le monopole des actualités cinématographiques, diffusées avant chaque séance de cinéma, Jean Manzon a filmé pendant 3 ans les grandes initiatives économiques et sociales du gouvernement. Ces années, marquées par un fort développement de l'industrialisation, ont fait entrer le Brésil dans une ère de progrès. Par sa longévité au pouvoir et cette modernisation du pays à laquelle son nom est associé, Getúlio Vargas aura marqué l'histoire politique brésilienne du XXe siècle. C'est un personnage ambigu comme Perón, Juan Perón en Argentine. Il avait un charisme certain, il y a eu beaucoup de propagande politique pendant sa période, donc il a bénéficié d'une popularité très grande et ses héritiers politiques aussi. Au DIP, Jean Manzon est également devenu le photographe attitré de Getúlio Vargas. Un statut qu'il conservera pendant de longues années. Il racontait toujours que Vargas disait, quand il n'était pas avec les photographes, il disait « Où est ces garçons qui vient vers moi et dit « Allez un peu plus à droite, allez un peu à gauche. Où est ces garçons? Où est ces garçons ?» Alors, ils étaient toujours... il avait fait un contact d'amitié au début, jusqu'au début, comme ça, pour photographier d'une façon très différente. Vargas a toujours eu envers Jean un grand respect pour son travail, pour la personne qu'il était vraiment. Après 3 ans passés au DIP, Jean démissionne. « Je ne voulais pas devenir un fonctionnaire », dira-t-il plus tard. Mais c'est surtout que le monde de la presse lui manque. Car avant son arrivée au Brésil, il avait été photographe pour les plus grands journaux français. Paris Soir, le magazine Vue, mais surtout Match, qui avait publié son scoop sur Nijinsky, le plus fameux danseur de l'époque. Atteint par la folie depuis 20 ans, Nijinsky, qui avait totalement arrêté la danse, avait exécuté devant Jean un ultime saut. La photo avait fait le tour du monde. Jean Manzon voulait retrouver les sensations de la quête du scoop, ce qu'il appelait le fugitif et miraculeux trésor du reporter. Une rencontre va alors lui permettre d'exaucer ce vœu. Elle a lieu fin 1943 avec Assis Chateaubriand. Celui que l'on surnomme le roi du Brésil est propriétaire d'un puissant groupe de presse dont les journaux et les radios sont diffusés dans tout le pays. Parmi les journaux du groupe, au Cruzeiro, dont le tirage n'est guère florissant, est l'enfant chéri de Chateaubriand. En recrutant Jean, il espère développer le titre. Manzon pose ses conditions. Il veut 10 pages par semaine et exige l'embauche de David Nasser, un jeune journaliste qu'il a rencontré en Amazonie. Chateaubriand, d'abord réticent, accepte pourtant l'offre. Il ne sera pas déçu car en quelques mois, le tirage va passer de 17 000 exemplaires vendus à plus de 800 000. Pendant 4 ans, les reportages de Jean Manzon et David Nasser vont faire découvrir aux lecteurs toute la richesse et la diversité du Brésil. Les Brésiliens découvrent alors une nouvelle forme de journalisme inspirée des grands magazines comme Life et Match, le photoreportage. Pour moi, c'est un regard plus documentaire. Vous voyez, c'est une approche de la figure humaine du Brésilien. C'est ça qu'on va voir dans toutes les photos, dans l'ensemble des photos comme un projet graphique. C'est la création d'une façon d'imprimer la figure humaine du Brésilien normal, les gens de rue. Ça va bien impressionner les gens. Ça va devenir une nouveauté pour l'expression du peuple brésilien. La nouvelle expression, on peut la voir dans la façon de cadrer les gens, dans la proximité,
dans les noirs et blancs, le contraste de la photo, ce sont de marques d'une façon d'enregistrer différente de tout ce qu'on avait avant. Des photos de Jean Monzon ont illustré le livre de Blaise Cendrars, Brésil, des hommes sont venus. Cendrars écrivait à propos de Monzon. Jean Monzon est un jeune Français qui a su se planter au milieu du Brésil et y prendre racine avec les yeux. Je ne crois pas que l'on puisse faire mieux voir. Ce qu'il vous montre, c'est le Brésil d'aujourd'hui, celui du présent. Le présent, la chose la plus difficile à fixer à l'objectif. Jean Monzon quittera au Cruzeiro en 1947. Il deviendra jusqu'au début des années 50 le correspondant de match au Brésil. En 1952, Jean Monzon va donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Il crée sa propre société de production audiovisuelle, la Jean Monzon Production Cinématographique. Jean était un homme dynamique, il changeait, il a vu qu'il y avait beaucoup d'espoir pour les documentaires. Il a senti ça quand il faisait des reportages. Et il a dit, si je fais des films, ça va être encore mieux. Ça va être une chose nouvelle. Pour mener à bien son projet, Jean Monzon s'entoure de deux autres Français. René Persin, caméraman aux actualités françaises, qui arrive au Brésil en avril, et Hubert Perrin, monteur à la Fox, qui les retrouve en juillet. Un trio fondateur auquel vont rapidement se joindre d'autres opérateurs. À Rio, il n'y avait pas beaucoup de Français à rencontrer à l'époque. Donc j'ai appelé, je crois, tout simplement. On s'est rencontrés chez lui et il m'a tout de suite proposé de faire ses premiers films qui étaient à l'époque des films publicitaires. Je crois qu'il a commencé par le film publicitaire uniquement pour se faire la main au cinéma, puisqu'il était photographe. Tandis que par la suite, il a été beaucoup plus intéressé par le documentaire de long métrage. Sabem qual é a carência de casas nesta cidade maravilhosa? 350.000, pelo menos. E sabem quantas pessoas, somente no Rio, habitam em favelas como esta? 580.000. La première commande importante des productions Jean Monzon est une série de courts-métrages financés par la Fondation de la Maison Populaire. L'objectif de ces films est de montrer à la population la plus démunie comment acquérir et utiliser les nouvelles habitations. À l'époque déjà, le logement est une problématique pour la ville de Rio. La plupart des documentaires produits sont commandés ou sponsorisés par des entreprises et des administrations. Pour en assurer la diffusion la plus large possible, Jean Monzon passe un accord avec les distributeurs de cinéma. Cet accord lui permet de les projeter dans plus d'1 millier de salles au Brésil. Vela nova é alegria para todo pescador, quando se forra na luz que nos deu nosso Senhor. Rapidement, ces films sont remarqués pour leur qualité technique, résultat d'une rigueur professionnelle qu'il exige de ses opérateurs. Il était très très dur avec tous ses employés parce qu'il était un perfectionniste, il voulait que tout soit parfait, tout soit parfait. Les cinégraphistes, bon, ils devaient souffrir beaucoup. Un jour, il me demande d'aller filmer quelques vues dans la favela qui ne se trouvait pas fort loin de ses bureaux d'ailleurs. J'y vais avec son assistant et là je commence à filmer la favela comme j'aime filmer les gens et pour moi c'était un autre monde qui n'était pas le monde de Rio. L'assistant me dit, tu sais Georges, tu ferais mieux de filmer la favela, mais avec la ville derrière. Montre plutôt les gratte-ciel de Rio plutôt que les cahutes qui se trouvent dans la favela. Et je lui dis non, moi ce qui m'intéresse, c'est évidemment la vie dans la favela. Il me dit, mais si j'étais toi, je filmerais tout de même la favela, mais avec les vues de Rio derrière. Bien entendu, je n'en fis rien, ben, j'étais jeune et têtu. Et donc,
la première remarque que me fit Jean Manzon, il me dit « ça, c'est bon à jeter, moi ce que je voulais, c'est les immeubles de Rio ». Il avait une grande capacité à forcer les gens, les clients, qui que ce soit, à leur faire admettre sa propre volonté. Il avait un caractère fort, très fort, dominateur absolu même. Et parfois, cela entraînait des difficultés avec les gens avec qui il travaillait. Mais il a réussi ce qu'il voulait. Il a atteint son objectif et il a réussi à faire plein de films différents. Caçadores de ouro, caçadores de diamantes, caçadores de esmeraldas. São estes homens humildes que conquistaram há 4 séculos a terra brasileira, desde que o primeiro bandeirante deixou o litoral em busca de pedras raras. Nem sempre as pedras preciosas existem nesta rota de aventura, mas é um sonho que nos revela um Brasil recôndito, um Brasil de esplendor e selvagem poesia. Parallèlement au programme de commande, Jean Manzon se lance également dans la production de documentaires longs-métrages. En 1954, il co-réalise avec René Persin Samba Fantastique, un film sur le musicien José Toledo. Le film représente le Brésil au Festival de Cannes 1955. Aqui se conta a história de compositor, José Toledo, e de poema musical que ele escreveu. La critique de cinéma France Roche écrit alors « Samba Fantastique est un film sans histoire. On y voit un vrai compositeur écrire une samba que lui inspire son pays. À mesure que la musique naît dans sa tête, le Brésil défile devant les yeux des spectateurs. » Le cadrage et la goutte de vie qui y est emprisonnée révèlent que le réalisateur est un journaliste. Uma notícia dramática emocionou até os corações mais frios. Suicidara-se o presidente Getúlio Vargas. Le 24 août 1954 marque pour le Brésil une date historique. Getúlio Vargas, qui avait été réélu président de la République en 1950, se suicide d'une balle en plein cœur. Pour le peuple brésilien, c'est un drame national. Le vice-président Café Filho prend alors ses fonctions à la présidence. Un mandat qu'il assumera jusqu'à l'élection de Juscelino Kubitschek en 1956. Juscelino Kubitschek, un visionnaire qui voulait que le pays parcourt 50 ans en 5 ans. Kubitschek était donc un démocrate, là il n'y a plus d'ambiguïté. Il est d'abord gouverneur des Minas Gerais, qui est un état charnière dans la politique brésilienne. Et il a eu un plan de développement du Brésil, les plans d'objectifs, comme il disait. Et donc, il a installé l'industrie automobile, il y a un développement des routes, et surtout, c'est la création du Brasilia qui a eu un effet symbolique très fort, partout dans le monde d'ailleurs. Jean tout de suite a pris d'amour pour Juscelino parce que vraiment était un homme de grandes idées, un leader merveilleux et surtout à cause du Brésilien parce que Jean a senti qu'il allait voir une chose tout à fait nouvelle au Brésil. Et lui, vraiment, il a fait tous les reportages, il a fait toutes les... ça veut dire, il a acompanhé la construção de Brasília. É com satisfação que atendo ao convite que me faz de Amazon Filmes
para apresentar algumas palavras ao filme com que o Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimento. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. Avec Brasilia, Kubitschek réalise enfin le vieux rêve de briser l'opposition entre le Brésil peuplé du littoral et le vide des immensités intérieures. La nouvelle capitale a été édifiée selon les plans d'un urbaniste de génie, Lúcio Costa, qui va donner à Brasilia un caractère monumental, ordonné et géométrique. Les édifices ont été conçus par un visionnaire audacieux, Oscar Niemeyer. À l'origine de Brasilia, il y eut la construction de Pampulha, un quartier que nous avons fait à Belo Horizonte, dont Kubitschek était gouverneur. Ce fut son premier projet comme homme public, et moi, mon premier travail. Après avoir fini la construction de Pampulha, il s'est passé 15 ou 20 ans, et Kubitschek m'a appelé et m'a dit « Monsieur Oscar, nous avons fait Pampulha. Maintenant, nous allons construire la nouvelle capitale. » Ça a été une aventure. Grâce au travail obstiné de plusieurs milliers de personnes venues du Nord-Est, du Goiás et du Minas Gerais, une ville va naître sur cet immense plateau désertique, loin de tout. La construction de Brasilia a été difficile. Nous n'avions pas de temps, nous n'avions pas de programme, pas de plan, nous n'avions rien. Il a fallu travailler jour et nuit, sans quasiment ne jamais s'arrêter. Mais il y avait beaucoup d'enthousiasme, un enthousiasme permanent. Les travaux ont commencé et Brasilia a été construite sans problème. C'était le désert complet, mais petit à petit, le paysage a pris l'aspect d'une ville. Il y a eu le bruit, les routes sont apparues et nous continuons à travailler. Alors que la ville commence à prendre forme, le chantier de la Transbrésilienne, qui doit relier Belém au nord à Brasilia, avance. Les équipes de Jean Monzon sont sur place et filment cette épopée. Des images qui préfigurent ce que sera la construction de la Transamazonienne au début des années 70. Máquinas poderosas vêm trazer a sua contribuição ao homem para vencer a resistência da floresta virgem, da terra, da árvore, da água. L'aventure de la construction de Brasilia aura duré moins de 5 ans. Le 21 avril 1960, elle devient officiellement la nouvelle capitale du Brésil. Un poète français a dit un jour « Ce qui caractérise une œuvre d'art, c'est l'émotion, l'étonnement, la surprise qu'elle provoque. Sans cela, elle n'aurait aucun intérêt. » Vous pouvez aimer ou ne pas aimer les bâtiments, mais vous ne pourrez jamais dire que vous avez vu une architecture identique. Considérées comme une période dorée, les années Kubitschek ont été marquées par la première victoire en Coupe du monde de football en 1958. Élevé au rang de religion, le football est au cœur de la vie des Brésiliens. Jean Monzon, qui ne voulait rester à l'écart d'aucun sujet, filmera au cœur même de la Seleção. Il va suivre pendant quelques semaines l'entraînement et la vie des Gilmar, Garrincha, et de celui qui est déjà été un mythe,
le roi Pelé. Se a gente perder ou ganhar, você, Pelé, será sempre o homem que aos 17 anos de idade foi campeão do mundo para o Brasil. Do homem da arquibancada, você nunca perderá o profundo respeito que lhe devemos. À la fin des années 50, les productions Jean Monzon ont subi quelques petits bouleversements. Alors que la société fêtait ses 5 ans d'existence, Monzon s'est séparé de René Persin et Hubert Perrin, les associés historiques. Il a également quitté Rio pour ouvrir un bureau à São Paulo. Et il s'est lancé dans une nouvelle aventure cinématographique en produisant le film de Marcel Camus, Os Bandeirantes. Un film d'aventure en forme de road movie dans lequel les héros vivent une épopée à travers tout le Brésil. Viens ma vieille, Saint-François nous attend à Canindé. Un camion! Camus a une énorme influence de Monzon. On peut regarder ça sur ce que j'ai parlé de les regards documentaires. Il y a tout un essai de documentation des gens très proches. Quand on arrive dans un petit village au nord-est brésilien, on est là sur les faces des gens pour le faire visible. On a le même côté photographique, le cadrage, tout ça, de paysage, de tous les parcours. Aujourd'hui, comme document, c'est très important. Il va passer pour le sertão, il va passer pour les plages du Nordeste, il va faire le parcours en Pau de Arara, que c'est un camion dont on va voir beaucoup de films avec des gens qui viennent du Nordeste vers le Sud, dans les Pau de Arara. Alors il y a une très riche iconographie qu'il met dans ces films, en faisant une histoire que c'est une aventure comme tous les films de Camus, avec tout l'humanisme de Camus, enfin, le pardon, l'amour, la découverte du vrai amour. Malgré un succès d'estime dans la presse, le film n'a pas marché. Mais de cette collaboration est née une longue amitié entre les deux hommes. Et Jean Monzon, quelques années plus tard, sera le parrain du fils de Marcel Camus et de la comédienne Lourdes de Oliveira. En janvier 1961, Jânio Quadros est élu président de la République. Résultat d'une particularité de la Constitution brésilienne, qui dissocie l'élection du président de celle du vice-président, Quadros accède au pouvoir avec à ses côtés un ennemi politique, João Goulart, dont les idées sont en filiation directe avec celles de Vargas et de Kubitschek. La présidence de Quadros ne durera que 7 mois. En août 61, sous la contrainte du Congrès, qui lui reproche une politique incohérente, il démissionne. No dia de hoje, 25 de agosto de 1961, renuncio ao mandato de presidente da República. Assinado, Jânio Quadros. Comme le veut la Constitution, c'est le vice-président qui lui succède. João Goulart, dit Django, prend ses fonctions en septembre. Sa présidence est une période de vive tension politique. La situation économique se détériore. De plus, les relations qu'il entretient avec la Chine, Cuba et l'Union soviétique dérangent. Surtout que depuis quelques mois, une campagne de propagande anticommuniste se propage dans tout le pays. Il faut voir le contexte international qui avait complètement changé. La révolution cubaine était déjà à ce moment-là parfaitement alignée sur l'Union soviétique. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de l'Amérique latine, il y avait un conflit international et aigu qui était
plantés à l'intérieur de ce continent. La propagande castriste a rencontré beaucoup d'écho au Brésil. Donc la politique brésilienne a été complètement bouleversée par cette éclosion de la guerre froide dans le pays. Et donc les positions sont radicalisées à suite de cette polarisation. Et l'IPES était un des instruments de la propagande américaine pour attiser l'état d'esprit de la menace communiste au Brésil. Financé par des sociétés brésiliennes et américaines, l'IPES regroupait des intellectuels, des chefs d'entreprise et des militaires. Cet organisme a mené dès 1961 une campagne de propagande qui aurait servi de support à la préparation de la prise du pouvoir par les militaires. Jean Monzon a produit une dizaine de films commandés par l'IPES, dont celui-ci qui traite des problèmes des populations pauvres du Nord-Est. Mortalidade infantil alarmante no sertão nordestino. Em certas áreas, chega ao índice espantoso de 70% de crianças mortas antes de atingir 1 ano de idade. Este é o preço da subnutrição, da ignorância, da ausência das mínimas condições higiênicas. Muitas mães nordestinas curam ainda hoje o umbigo dos recém-nascidos com uma mistura de teia de aranha e estrume de vaca. Jean Monzon était un metteur en scène des commandes. Hein. Il était au service du gouvernement. Je pense qu'il y a tout le monde, l'opinion publique un peu plus avertie, savait que ces films étaient des films de propagande des gouvernements qui n'ont pas toujours été démocratiques, à part Kubitschek. Il était un homme d'affaires. Alors, comme homme d'affaires, naturellement, si soit de gauche, soit de droite, ou soit de n'importe quoi, il travaillait. C'était intéressant, il gagnait sa vie. Tous les gens disent qu'il était un peu à droite, à l'extrême droite. Non, Jean n'aimait pas la politique, il n'était pas politique du tout, il n'acceptait pas soit l'extrême droite, soit l'extrême gauche. Il voulait bien avoir une démocratie, trouver les États-Unis fantastiques, trouver l'Europe merveilleuse. Ça veut dire qu'il voulait bien que le Brésil un jour retrouve son chemin. Le 31 mars 1964, un coup d'État militaire donne le pouvoir à l'armée. Commence alors une dictature qui, jusqu'en 1985, sera conduite par une succession de présidents généraux. Pendant ces 20 années, les équipes de la Jean Monzon Productions cinématographiques, devenue l'une des plus importantes entreprises audiovisuelles du Brésil, vont continuer à parcourir le pays. Cette période marquera aussi pour Jean Monzon la volonté de produire et réaliser des films destinés à valoriser l'image du Brésil à l'étranger. À la fin des années 60, ces films ne sont plus seulement diffusés au Brésil, Monzon les exporte. C'est le cas du Ballet des Jacunços, qui sera présenté à Cannes dans la catégorie court-métrage documentaire. Ce film est une ode aux jangadeiros, les pêcheurs du Nord-Est. Il connaissait le Brésil politiquement, il connaissait le Brésil sous toutes ses formes, mieux que la majorité des Brésiliens eux-mêmes. Jean profitait de cela. Il avait une véritable perception profonde des choses. Il savait où trouver l'image qu'il voulait.
Même si l'image n'était pas faite par lui, il savait exactement ce qu'il voulait capter. Et il nous le disait à nous, les directeurs photos. Il nous avait appris à faire de rien une information. Et nous y allions à fond. On restait 3 ou 4 mois en Amazonie, dans le Rio Grande et du Sud, n'importe où. Mais nous ne pouvions pas revenir les mains vides. Na região amazônica, tudo se fez para proteger o indígena. Aqui, o índio é o guia. Les films sur les Indiens d'Amazonie sont les plus connus de Jean Manzon. Ils ont été tournés au parc national de Xingu, une réserve créée dans les années 60 pour préserver les Indiens des conflits avec les grands propriétaires terriens. Manzon, qui était fasciné par les Indiens, avait été le témoin des premiers contacts pacifiques menés par les frères Villas-Boas. Une action de pacification à laquelle il a rendu hommage dans ce film, L'Amazone, récompensé par un premier prix à la Biennale de Venise. Em 1944, avião da FAB, pilotado pelo capitão Antônio Basílio, era atingido pelas flechas e bordunas dos lendários Chavantes, hoje pacificados pelos irmãos Villas-Boas. O velho sertanista Orlando Villas-Boas continua a obra de paz e de entendimento iniciada há 30 anos. On appelle au Brésil sertaniste, c'est un mélange d'anthropologues, si on peut dire, plus des agents du gouvernement, au fait, qui essayaient de faire contact pacifique et qui faisaient un contact pacifique, qui était la doctrine du maréchal Rondon, qui était au XIXe siècle un militaire qui a commencé cette politique de contact avec les Indiens et de protection des Indiens. Et donc, les frères Villas-Boas étaient très connus et très admirés au Brésil. De l'Indien d'Amazonie aux pêcheurs de Manaus, en passant par les Gauchos ou les déshérités du Nord-Est, les Brésiliens sont au cœur des documentaires de Manzon. Par les cadrages, parfois même par des mises en scène, il a toujours cherché à magnifier ceux qui sont le symbole de ce pays multiracial. Il était très fier et orgueilleux d'être un bon photographe. Son passé de photographe a eu beaucoup d'influence sur la suite de son travail et il n'a jamais voulu que son niveau de qualité diminue. Il a fait en sorte qu'il y ait une continuité entre la photo et le cinéma. Au cinéma, il a continué à montrer aux gens la vie quotidienne, non pas à travers les révolutions, les problèmes sociaux, mais
à travers la vie de tous les jours. Il voulait que les gens perçoivent cette vie à travers les visages, leurs expressions, parce que c'est de là qu'émanent tous les sentiments liés au quotidien. Quand vous partiez faire un documentaire pour lui, vous emmeniez un rasoir pour raser les gens, des gants pour les travailleurs et des casquettes aussi pour les travailleurs. C'était la manière de travailler de Jean. Ce qui comptait avant tout, c'était la qualité de la présentation des gens qui étaient dans les films. Pour moi, Jean Manzon est d'abord et avant tout un photographe, et un photographe de revues hebdomadaires, de revues qui met en scène la photographie. On pense à Life, on pense à Match, en particulier au Match d'avant-guerre et juste d'après-guerre. Et donc, pour lui, la photo devait être un objet qui à la fois était spectaculaire, et également qui donnait de l'émotion à celui qui regardait cette photo. Donc, le cinéma de Manzon était également un cinéma qui mettait en avant le spectacle de l'image avant même le contenu de l'image. C'était pour lui le contenant qui l'intéressait véritablement, et ces films sont des cartes postales, il faut bien le dire, plus que des aventures. Marajó, a maior ilha fluvial do mundo. Na embocadura do rio Amazonas, ela possui uma extensão maior do que a Bélgica. Em seus campos vivem ricos rebanhos de búfalos e zebus. São quase 1 milhão de cabeças de gado. Nas abençoadas águas do lago e rio Arari, o homem busca seu principal alimento. Indépendamment de tout, il était un professionnel exemplaire. Un professionnel qui a amené au Brésil une technique documentaire à une époque qui était merveilleuse. Et nous, directeurs photo brésiliens, nous nous sommes adaptés à son système. Et c'était un système fantastique, parce que, par-dessus tout, il a su préserver le style d'image que lui-même avait créé. Tout au long de sa carrière de producteur et de réalisateur, Jean Manzon s'est très peu exprimé sur son travail. Dans l'une de ses rares interviews publiées par la revue économique Banas, il dit « Je ne voudrais pas être prétentieux, mais je pense pouvoir affirmer qu'à travers nos films, nous avons contribué à faire connaître le Brésil à l'étranger. En France, on a même dit de moi que j'étais le plus grand propagandiste du Brésil. Certains me reprochent de donner une image fausse du Brésil. À cela, je réponds que ce que je montre, c'est la réalité, mais avec optimisme et confiance dans le futur. » On the wine-dark soils of São Paulo, Paraná, Bahia, and Minas Gerais, virgin forest has given way to top-quality coffee plantations. Brazil, with a more than 50% share, leads world coffee export trade. Manzon, acima de tudo, ele defendia. Manzon, par-dessus tout, défendait l'image du Brésil comme si c'était sa deuxième patrie. Professionnellement, il a fait sa vie au Brésil.
Manzon a été un homme qui, avant tout, a défendu l'image du Brésil, tout comme il a défendu son image de professionnel. C'était cela, Manzon, toujours préoccupé que l'image du Brésil ne soit pas déformée ou distordue à l'étranger. Il n'a pas menti sur les côtés bons du Brésil. Les côtés bons du Brésil existent jusqu'à présent, comme les côtés mauvais aussi. C'était sa façon de montrer le Brésil, parce qu'il avait l'optimisme. Il voulait que le Brésil grandisse, que le Brésil suivi soit une grande nation. En 1988, Jean Manzon réalise ce qui deviendra son film Testament, La chanson brésilienne. Un long métrage d'1h30 rassemblant les plus belles images tournées par les équipes de la Jean Manzon. Ce film fera le tour du monde et sera même projeté 2 fois à la Maison Blanche. Ville merveilleuse dont l'imagination fabrique à chaque instant de nouveaux jours de fête sous d'autres déguisements. Septième merveille du monde, les cataractes d'Iguaçu. 260 cascades déferlent d'une hauteur de 80 mètres pour rebondir de saut en saut dans un grondement d'apocalypse. Morts ou vivants, ils ont la même patrie, l'eau. Un univers où rien ne finit jamais. Jean Manzon avait coutume de dire « Je quitterai le Brésil seulement si c'est pour mourir au Portugal ». Un pays qu'il avait découvert lors du tournage du film « Portugal de mon amour » en 1966. Il avait pris l'habitude d'y passer ses vacances et avait acheté une maison dans le village où il avait tourné cette scène d'enterrement. Antonio Estevao, qui était avec lui, se souvient de ce que Jean lui avait confié après ce tournage. Le soir, nous étions en train de parler, un verre de whisky à la main, et il s'est ouvert à moi. C'était comme une confession, un vrai besoin de s'exprimer. Et il m'a dit, Antonio, j'aimerais mourir dans ce village. Et cela m'est resté en tête pendant longtemps. Quelques années plus tard, c'est dans ce même village qu'il est tombé dans les escaliers de sa maison, ce qui a entraîné sa mort. Même à moi, il a dit j'aimerais mourir ici. J'ai dit non, mais tu ne parles pas de mort. Il dit non, ce n'est pas la mort, c'est la calme, la tranquillité qui donne ce cimetière. Parce que c'est tellement plein de paix que vraiment on n'a pas peur de la mort. Jean Manzon est décédé le 1er juillet 1990, tout juste 50 ans après son arrivée à Rio. Avec sa mort, le Brésil venait de perdre l'un de ses plus grands ambassadeurs.